Bonjour à vous, pèlerins du web. Après avoir évoqué les premières cultures non paléolithiques d'Europe du Nord et de Scandinavie, et avant de se consacrer aux cultures d'Asie centrale et de l'Est, puis aux cultures d'Europe du Sud du troisième millénaire, en particulier celles de la péninsule balkanique, il nous faut faire le point sur ce que devient l'Ukraine. Nous allons aborder ici la culture des catacombes. Pour ce qui suit, il n'est pas superflu de préciser les points suivants. Premièrement, nous supposons les notions développées dans les vidéos précédentes de la fantastique histoire comme acquises. Des renvois aux vidéos idoines seront bien sûr donnés au fil de la narration. Deuxièmement, nous devons avoir en mémoire que le concept de néolithisation veut dire acquisition des techniques de l'agriculture, en particulier celle de la sélection variétale. Ce concept de néolithisation n'implique donc pas, stricto sensu, la notion de sédentarisation, et, dans une moindre mesure, non plus celle de l'élevage. Dans la mesure où une culture est capable d'agriculture, elle peut être qualifiée de néolithique même si elle ne la pratique pas. Troisièmement, le néolithique, dans sa phase tardive, inclut la métallurgie du cuivre. La période à partir de laquelle la métallurgie du cuivre est effective est appelée chalcolithique. Le terme énéolithique a été créé comme synonyme pour indiquer la période néolithique d'une culture au cours de laquelle les techniques du silex et de la métallurgie du cuivre sont concomitantes. Si l'on accepte que le travail à froid, c'est-à-dire hors fourneau, par le simple martelage, soit déjà une métallurgie, aussi rudimentaire puisse-t-elle être, il faut signaler que les autres métallurgies, celles de l'or et de l'argent, sont bien antérieures à la métallurgie du cuivre. Elles sont donc intégrables dans les phases culturelles paléolithiques. Quatrièmement, et par définition, le néolithique s'arrête à un endroit lorsque la technologie de la métallurgie du bronze y est introduite. Il est possible qu'une culture court-circuite le néolithique et qu'elle passe directement du stade paléolithique à l'âge du bronze. C'est en particulier le cas des cultures de l'Europe de l'Ouest. Rappelons le contexte. Depuis moins 5500, dans la région de Kiev, sur le Dniepr moyen, s'épanouit une culture florissante qui va implémenter en Europe les premières protovilles. Il s'agit de la culture Cucuteni, anté-indo-européenne, matriarcale, agricultrice, et qui représente l'extrême-orient européen du courant danubien migratoire syro-anatolien. Cucuteni est traité dans la vidéo 085. Cucuteni émerge dans une Europe fraîchement, bien que encore partiellement, néolithisée, où l'on distingue à l'ouest, la culture rubanée, traitée dans la vidéo 083, au sud-ouest, la culture thrace de Karanovo, et au-delà, la culture balkanique de Vinça, traitée respectivement dans les vidéos 081 et 083, et loin à l'est, dans la moyenne Volga, la culture de Samara, première culture ayant des rapports intimes avec le cheval. Samara est traité dans la vidéo 086. À partir de moins 4400, Cucuteni entretient des relations importantes avec Strednistok, culture chalcolithique de la région pontico-caspienne, qui évolue de moins 4400 à moins 3900. Nous l'avons traité dans la vidéo 0810. À vocation commerciale, Strednistok est un acteur important du processus commercial circumpontique. Elle entretient des rapports réguliers avec sa voisine Cucuteni. Elle en est séparée par un territoire steppique encore largement paléolithique
où est installée depuis moins 5000 la culture de Dnieps-Donetsk. Dnieps-Donetsk est pour sa part une culture mésolithique de chasseurs-cueilleurs qui s'est constituée à partir de migrants néolithiques de l'ancienne Bug-Dnieps, vue dans la vidéo 081, qui se mélange aux paléolithiques locaux. La traversée de cette région par les commerçants de Srednistok en route vers Kukuteni influence Dnieps-Donetsk, lui apporte entre autres l'élevage équin et finit par disparaître en moins 4200. Dnieps-Donetsk est traité dans la vidéo 089. À partir de moins 3900, Srednistok disparaît à son tour de la région ciscaucasienne de manière progressive sur 200 ans, au profit de Maïkop, alors que Kukuteni continue de fleurir. Sur son versant sud-ouest, le prestige de Kukuteni attire des individus de Boyan, qui évoluent entre moins 4300 et moins 3500, traité dans la vidéo 0811, et de Cernavoda, qui évolue entre moins 4000 et moins 3200, traité dans la vidéo 0812. C'est avec les architectes de ces deux cultures que Kukuteni connaît son apogée et se met à construire les premières protovilles européennes. Ces grosses bourgades peuvent abriter plusieurs milliers d'individus et proposent un véritable plan d'urbanisation. À partir de moins 3200, Kukuteni entre dans sa phase dite tardive, c'est-à-dire de déclin. Et cela correspond à l'arrivée du bronze et des premiers peuples dits proto-indo-européens, dont on rappelle ici le triptyque: nomadisme pastoral exclusif, usage du bronze, maîtrise de l'équitation. On rappelle aussi que ces nouvelles sociétés sont patriarcales, à contrario des précédentes. Réduite à sa portion congrue autour de Kiev, Kukuteni disparaît en moins 2750. Pour arriver sur le sujet de cette vidéo, nous devons impérativement et préalablement répondre à cette question. Que se passe-t-il donc dans la région ukrainienne entre moins 3300 et moins 2750? On sait que le bronze émerge en Ciscaucasie en moins 3300 avec la culture de Maïkop, qui fleurit entre moins 3700 et moins 3000, traité dans la vidéo 0813. Au départ, et pendant 400 ans, elle est comme toutes les autres cultures métallurgiques, elle ne maîtrise que le cuivre, c'est-à-dire chalcolithique. Mais en moins 3300, ces habiles forgerons découvrent le secret du bronze et révolutionnent la forge avec cette innovante et étonnante métallurgie qui s'impose devant celle du cuivre. Maïkop prend le relais de Srednistok sur le commerce circumpontique, et c'est ainsi que le bronze arrive en Transcaucasie chez les Kourouarax, traité dans les vidéos 0819A et B, puis en Anatolie orientale à Arslan Tepe. 200 ans avant que le monde bascule du néolithique dans l'âge du bronze, à partir de moins 3500, une culture fondamentale pour le devenir de l'Europe émerge en moyenne Volga. Cette culture, au demeurant ingénieuse et opportuniste, adopte les techniques équines de Botaï, culture située plus à l'est dans le nord Kazakhstan, et traitée dans la vidéo 0814. Importe la technologie Maïkop du bronze et bénéficie de l'invention du chariot à roues. Dès lors, elle abandonne la sédentarisation et l'agriculture et se consacre au nomadisme exclusif. Cette culture ingénieuse et opportuniste dont nous parlons est la célèbre culture de Yamna, qui évolue sur 12 siècles, entre moins 3500 et moins 2300. Elle a été traitée dans la vidéo 0815. Donc, à ses débuts, entre moins 3500 et moins 3300, Yamna est sédentaire.
pratiquent l'agriculture céréalière ainsi que l'élevage ovin, bovin et caprin, y compris l'élevage équin. Mais les terres étaient-elles trop difficiles à labourer? Avait-elle une vocation émancipatrice du dur labeur agricole? Une intense soif de liberté? Une composition génétique qui la pousse à revenir vers les temps paléolithiques où les ancêtres se déplaçaient sans entrave de par le monde? Allez savoir. Toujours est-il qu'avec la pratique nouvelle de l'équitation et la possibilité de transporter tout son bahut dans des chariots tirés par des bœufs, et assurée d'une puissance certaine avec ses épées de bronze, elle décide de prendre la route. De grandes civilisations sont là, riches et productrices de biens qui ne demandent qu'à être accaparés. Ainsi, de longs convois de caravanes se mettent à parcourir l'Europe d'est en ouest et vice-versa. L'évolution de l'Europe vers le proto-indo-européanisme est en marche, car ceci est leur projet. Yamna inaugure ainsi une pratique qui fera fortune en constituant la première vague d'invasion de masse. Cette pratique intrusive et guerrière sera souvent imitée dans le futur par leurs prestigieux héritiers, comme par exemple les Scythes, les Huns, les Mongols. L'événement Yamna de -3300 établit donc une borne, laisse une marque indélébile dans l'humanité, nonobstant le fait qu'elle fait sortir celle-ci du néolithique pour la faire entrer dans l'âge du bronze. À ce moment, et dans la région qui nous intéresse, nous avons Cucuteni à son apogée, et plus à l'ouest, Baden et Vaz à entonnoir, tandis que vers le sud, nous trouvons Usatovo, traité dans la vidéo 0817, et Cernavoda, traité dans la vidéo 0812, qui, pour leur malheur, bénéficient plus encore que Cucuteni du dangereux prestige d'être des cultures prospères. Et, au-delà de ces deux cultures, se trouve la riche et fabuleuse Thrace, laquelle ouvre elle-même le chemin vers la mythique Anatolie. Cette orientation vers l'ouest de Yamna est préférée au passage par le Caucase pour deux raisons. D'une part, le franchissement de la barrière montagneuse du Caucase est trop difficile et risqué. En effet, il n'y a que des chemins de randonnée pédestres et aucune route capable d'être empruntée par les longs convois de leurs larges chariots. Et d'autre part, il y a lieu de préserver le territoire ciscaucasien où est installée la culture de Maïkop, considérée comme parente et de même culture. Surtout que, ne l'oublions pas, Maïkop est elle aussi dotée d'épées de bronze. La pression de Yamna vers l'Europe de l'Ouest va transformer la région. Premièrement, Cucuteni entre dans sa phase de déclin, Yamna l'ayant coupé de ses liens commerciaux avec les cultures clientes. Deuxièmement, les populations nordiques s'organisent par des comportements défensifs et diplomatiques vis-à-vis de l'envahisseur. Elles peuvent compter sur les réserves encore abondantes et stockées dans les protovilles régionales pour résister aux assauts des pillards Yamna. C'est ainsi que se développe la culture cordée, qui évolue de -3000 à -2200 et que nous avons traité dans la vidéo 0822, mais qui néanmoins, par effet domino, va être poussée vers le nord où, rencontrant les Ougriens venus de l'Aube, elle participe à l'émergence du peuple finnois, et vers l'ouest pour aller défaire les cultures Baden et des Vases à entonnoir, où elle contribue à la constitution des ancêtres des Scandinaves méridionaux modernes. Troisièmement, la culture du Nièvre moyen qui émerge du déclin de Cucuteni à partir de -3200 et perdurera en lieu et place de Cucuteni jusqu'en -2300. Cette émergence se fait vraisemblablement avec l'aide et sous l'influence de contingents orientaux de la cordée. Enfin, quatrièmement, une population résistante de locaux se distingue en plein milieu du territoire cordé. Il s'agit de la culture des amphores globulaires, que nous avons traité dans la vidéo 0821. Après cette longue introduction sur l'évolution de la région, nous sommes en mesure d'aborder la nouvelle Europe. Pour ce qui concerne cette vidéo, nous commençons par la culture dite des catacombes.
La culture des catacombes est une culture kourgane de l'âge du bronze ancien qui évolue dans le territoire de l'actuelle Ukraine entre moins 2800 et moins 2200. Elle se développe en parallèle et sur le territoire de la culture du Dniepr moyen. On peut d'ailleurs penser que catacombes et Dniepr moyen sont une seule et même culture. De par sa position géographique, elle est forcément en contact avec la culture Yamna. Selon une vue plus verticale, elle semble être un terme géographique qui recouvre plusieurs cultures archéologiques plus petites qui lui sont liées. L'origine de la culture des catacombes reste discutée. Jan Lichardus énumère 3 possibilités. Soit un développement local ayant une origine exclusive dans une extension de la culture Yamna, soit une migration en provenance de l'Europe centrale auquel cas elle dériverait de la culture chordée, soit enfin elle aurait une origine nordico-orientale et serait plus ou moins liée aux tribus finno-ougriennes de l'Europe qui, on l'a déjà vu, ont tendance à migrer depuis l'Oural vers la Finlande depuis au moins 4000. Ce qui est remarquable, c'est que la culture des catacombes est la première à introduire des poteries cordées dans les steppes, et cela 200 ans après que la distinction régionale de la culture cordée soit effective. La culture des catacombes montre une utilisation à profusion de haches de guerre polies, suggérant un lien culturel étroit avec les cultures plus à l'ouest. Mais des parallèles avec la lointaine culture orientale d'Afanasievo sont à faire, au vu des déformations crâniennes rituelles observées dans les sépultures de ces deux cultures. En ce qui concerne sa disparition, il semble que l'aggravation des conditions climatiques et l'aridification qui surgit en moins 2250 a finalement conduit à un abandon progressif de la région des steppes qui s'étale jusqu'en moins 1700, date à laquelle on voit émerger une nouvelle culture dite de Srubna, en même temps que l'on constate une expansion iranienne et des proto-scythes. Le nom de la culture, catacombe, lui a été attribué du fait de ses pratiques funéraires. Celles-ci sont similaires à celles de la culture Yamna, avec, cependant, un espace creux creusé vers l'extérieur du puits principal, créant la catacombe. Comme chez Yamna, on trouve des restes d'animaux incorporés dans les sépultures, bien que cette pratique soit plus rare dans les catacombes. Certaines tombes présentent une pratique distinctive consistant à modeler un masque sur le visage du défunt, créant en cela une évidente, sinon appropriée, association d'idées avec le fameux masque d'or funéraire d'Agamemnon. La même pratique est retrouvée dans l'orientale culture de Tashtik, nous en parlons en fin de vidéo. Nous savons également qu'une pratique de modelage du crâne de défunt se pratiquait au Moyen-Orient à l'époque où le reste du monde n'était encore que paléolithique. L'économie des catacombes est essentiellement basée sur l'élevage et sur un pastoralisme mobile, bien que certaines traces de céréales aient été retrouvées. Il semble néanmoins qu'il y ait eu certains métiers spécialisés, en particulier des forgerons. Par ailleurs, les travaux génétiques fondés sur le séquençage du génome de 273 chevaux anciens concluent que les chevaux domestiques modernes sont originaires d'un même lieu, dans la steppe pontique entre Basse-Volga et Don. Ces travaux permettent de dater cette domestication vers moins 2200. Ce profil génétique équin se serait répandu à grande vitesse en raison de l'apparition de variants de 2 gènes dans la population domestique, l'un impliqué dans l'anatomie dorsale et conférant aux chevaux un dos plus robuste et une plus grande endurance, l'autre augmentant leur docilité. Le peuple associé à la culture des catacombes n'est pas clairement identifié. Dans le contexte de l'hypothèse kourgane, une composante indo-européenne est difficile à nier, spécialement dans les derniers stades. Localiser ici les ancêtres du grec, de l'arménien et des langues paléo-balkaniques est tentant et permettrait d'expliquer certaines caractéristiques communes. Plus récemment, l'archéologue ukrainien Kubalka a suggéré que les cultures Yamna tardives, celles qui se développent de moins 3200 à moins 2800, et notamment les groupes Budzak,
Nous consacrerons la prochaine vidéo comme appendice à celle-ci pour traiter cette culture. Starosilk, dans la région de Lugansk, et Novo-Titorovska, nous l'avons évoqué en fin de vidéo précédente, puissent être les ancêtres des gréco-arméno-ariens, encore appelés gréco-ariens ou gréco-arméniens, et que la culture des catacombes puisse être les ancêtres des cultures indo-iraniennes unifiées autour de moins 2500. Cependant, d'après de récents calculs glottochronologiques, cette diversification arménienne aurait eu lieu bien plus tôt. La version de Grigoriev de l'hypothèse arménienne émise en 1998 relie la culture des catacombes aux Indo-Ariens, car le rituel funéraire des catacombes a des racines dans le sud-ouest du Turkménistan depuis moins 4000, comme on l'a constaté dans le cimetière de Parkaï. La culture de Tachtik est une culture archéologique de l'âge du fer, établie entre moins 100 et plus 400, dans la dépression du Minusink. Elle succède dans la même région à la culture de Tagar. La culture de Tachtik fut mise au jour par l'archéologue russe Sergueï Teploukov, qui émit l'hypothèse d'une appartenance indo-européenne initiale, les Yenisseï Kirghiz n'arrivant dans la région que vers le IIIe siècle. Cette culture tire son nom de sépultures trouvées sur les rives de la rivière Tachtik, près du village de Bateni, sur l'Yenisseï. Des sites fortifiés sur des collines sont présents dans toute la région du Haut-Yénissier, particulièrement dans la zone des monts Saïan. Leurs monuments les plus imposants sont les cryptes tumuli. Ces dernières ont livré d'importantes quantités de vaisselle et d'ornements en argile et en métal. De plus, de nombreux pétroglyphes y ont été trouvés. Certaines de ces tombes contenaient des modèles en cuir de corps humains dont les têtes étaient enroulées dans du tissu et peintes en couleurs vives. À l'intérieur, des mannequins, des petits sacs de cuivre symbolisant probablement l'estomac contenaient des os humains carbonisés. Des répliques à l'échelle réduite d'épées, de flèches et de carquois étaient placées à proximité. Les motifs animaliers de la culture de Tachtik appartiennent au style scytho-altaïque, bien qu'il soit également fortement influencé par le style chinois. Durant ses fouilles du cimetière Oglati, au sud du bassin du Minusink, l'archéologue Leonid Kizlazov découvrit plusieurs momies dont les masques funéraires en plâtre montraient des traits européens. Kizlazov y trouva également des chapeaux de fourrure, des habits de soie et des chaussures intactes, aujourd'hui conservés au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Lors d'une étude génétique des anciennes cultures sibériennes publiée en 2009, incluant les cultures d'Andronovo, du Karasouk, de Tagar et de Tachtik, 6 échantillons d'individus appartenant à la culture de Tachtik et venant de plusieurs régions ont été étudiés. L'ADN mitochondrial de ces individus a permis de déterminer leur haplogroupe. 3 individus appartiennent aux haplogroupes d'Europe occidentale HV, H et T, les autres appartenant à l'haplogroupe nord-asiatique C et est-asiatique N9. L'ADN Y d'un individu a permis de déterminer qu'il appartenait à l'haplogroupe R1A1, ce qui représenterait l'extension la plus orientale des Indo-Européens. Presque tous les individus étaient de type européen, tous ayant eu des yeux et des cheveux clairs, à l'exception d'un seul individu.